Séol reste imperturbable et corrige. Il n'a jamais dit qu'elle était une bonne personne. Il parlait de Séorion, la vraie, qui était probablement une bonne personne. Quant à Chaise, elle n'est qu'une imitation grotesque. Chaise répond avec arrogance, se vantant de sa capacité à tromper et tuer tant d'aventuriers grâce à son talent d'imitation. Elle rappelle que les aventuriers qu'elle a piégés l'ont rejoint, leur corps maintenant sous son contrôle. Soudain, des silhouettes noires émergent des bouches des victimes, se dirigeant vers Séol. Chaise se délecte de l'idée de dévorer Séol, se demandant quel goût il aura. Même s'il est fade, elle promet de le dépouiller jusqu'aux os pour apaiser sa faim. Mais Séol, calme, réfléchit en silence, un doigt posé sur ses lèvres. Chaise, exaspérée, commence à se transformer en une figure sombre et monstrueuse. Riant d'un air menaçant, elle se jette sur lui en criant qu'elle va absorber son énergie. Cependant, elle ne vise pas Séol, mais les vents approchent. En activant une capacité appelée coexistence, elle absorbe leur énergie, augmentant ses statistiques de 542%. Séol, voyant la situation se tendre, invoque Karuna. Karuna apparaît, intercepte l'attaque et bloque Chaise. Cette dernière, intriguée, observe Karuna puis demande à Séol s'il n'oublie pas une chose essentielle. La nuit m'appartient. Penses-tu pouvoir me vaincre dans l'obscurité? Karuna demanda à Séol de reculer. Séol obéit, commentant qu'il a pris suffisamment de distance. Chaise, furieuse, l'accuse d'arrogance. Karuna et Chaise échangent des coups, leur affrontement résonnant dans l'obscurité oppressante. Chaise se moque de Séol, affirmant qu'il n'est rien de plus qu'un simple humain avec une invocation. Elle lui demande combien de temps il pense pouvoir tenir face à elle. Karuna, l'invocation de Séol, entre en scène et passe immédiatement au premier stade de la lune croissante. En quelques instants, il atteint le deuxième stade, la demi-lune, et frappe avec une puissance redoutable. Séol, observant la situation, remarque que la maîtrise des compétences de Karuna s'est améliorée grâce à l'augmentation de ses statistiques. Il note que Karuna atteint désormais le troisième stade, la pleine lune, bien plus rapidement. Alors que Karuna déchaîne toute sa puissance, Chaise éclate de rire, assurant que ce n'est pas suffisant. Elle déclare qu'elle va réduire son corps en lambeaux. Soudain, Chaise active sa compétence d'absorption d'énergie et convoque davantage de Vanta. Ses esprits sont arrachés du ciel et propulsés en elle, ce qui fait croître son corps de manière inquiétante. Riant aux éclats, Chaise est convaincue de sa victoire imminente. Mais son rire s'arrête lorsque Séol se met, à son tour, à rire doucement. Il annonce que son temps est écoulé. Chaise commence alors à ressentir une étrange envie de vomir. Sa transformation s'interrompt brutalement, son corps devenant instable. Incapable de maintenir sa forme véritable, elle s'affaiblit rapidement. Paniquée, Chaise demande à Séol ce qu'il lui a fait. Avec un sourire, il lui demande si elle a apprécié le cacao. Chaise, troublée, se rappelle avoir bu cette boisson. Séol explique calmement. Voilà pourquoi il ne faut jamais accepter à boire d'un inconnu. Dans les notes de Grise, il était mentionné qu'un solvant pour esprit pouvait être utilisé contre les chaises. Ce solvant, dissimulé dans une boisson sucrée, suffisait pour les affaiblir. Chaise, prise de violentes nausées, commence à vomir. Incapable de coexister avec les Vantas qu'elle avait absorbés, elle subit des dégâts de contre-coup. Les Vantas sont libérés, tremblants et en larmes. Désespérée, Chaise supplie Séol de lui laisser la vie sauve. Elle promet de le servir fidèlement, affirmant que les esprits doivent toujours tenir leurs promesses. Séol, imperturbable, soupire en disant que cela semble trop gênant. Il touche alors sa ceinture, et Chaise, ainsi que les Vantas, sont aspirés à l'intérieur. Chaise hurle qu'il le regrettera, jurant qu'il ne s'en tirera pas ainsi, mais Séol répond simplement « Non, merci ». D'un geste, il met fin à la confrontation. Une fois Chaise et les Vantas capturés, la ceinture de Séol commence à briller. Une lumière vive s'en dégage, et le chat en ligne, qui suit ses exploits, s'agite d'excitation. La ceinture se transforme sous leurs yeux. Une voix annonce que l'énergie des 9 esprits a été réunie, et le nouvel objet est rebaptisé Voie lactée, trésor inégalé. Séol se retrouve transporté dans un espace semblable à un univers stellaire. Autour de lui, les esprits qu'il a capturés gravitent comme des planètes autour d'un système solaire. Une notification apparaît, indiquant qu'un objet inégalé a été créé, une première dans ce monde. Séol reçoit un exploit intitulé unique en son genre, ainsi que des dons de la communauté, fascinée par cet événement inédit. En inspectant les nouvelles statistiques de l'objet, Séol découvre une compétence passive appelée polyvalent, qui peut augmenter de 25 points l'une de ses statistiques, tout en réduisant de 10% les dégâts élémentaires qu'il subit. Il remarque également une option pour améliorer une compétence spirituelle, ce qui le pousse à réfléchir. En cliquant pour voir les options d'amélioration,
Un système tout aussi complexe que magnifique se déploie de lui. Il décide de renforcer sa compétence d'invocation d'énergie d'ombre, augmentant de 15% son espace maximum d'ombre. Le champ d'ombre d'élargie le rend plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Étonné, il se demande s'il pourrait désormais invoquer un nouvel esprit. Le dernier effet de la ceinture, la barrière spirituelle, devient également plus robuste à mesure qu'il collecte des esprits différents, tout en ajoutant des compétences passives. Alors qu'un dieu spectateur plaisante en disant que la ceinture semble consciente, Séol conclut en mentionnant un titre qu'il vient de recevoir, propriétaire d'un objet inégalé. Ce titre lui donne le droit de participer à un défi spécial, mais il sait que les objets inégalés sont extrêmement rares. Il décide d'accélérer sa quête pour en rassembler davantage. De retour à l'accueil de la tour de magie, Fryn, la réceptionniste, remarque Séol entrer. Elle, qui était en train de bâiller d'ennui, s'éveille d'un coup et demande à son collègue de se réveiller. Elle était curieuse de savoir quand il reviendrait et lui demanda s'il avait capturé ou tué les esprits. Il répondit qu'il les avait capturés, mais que cela revenait au même que de les avoir tués, car il ne savait pas comment ouvrir son conteneur spirituel. Intriguée, elle lui demanda de le lui montrer. Il révéla alors la ceinture, et son expression changea immédiatement. Son collègue, remarquant sa réaction, lui demanda ce qui n'allait pas. Elle demanda à Séol de patienter un moment. Perplexe, il lui demanda s'il y avait un problème. Elle expliqua qu'ils n'étaient que des mages apprentis et ne savaient pas grand-chose sur les conteneurs spirituels. Toutefois, leur maître était en visite, et elle proposa de lui montrer la ceinture. Séol accepta et demanda combien de temps cela prendrait. L'homme assura que leur maître était tout proche et envoya un oiseau magique pour le chercher. Pensif, Séol se demandait si ce maître faisait partie du zodiaque, puis il leur demanda quel est le nom de ce maître. L'homme répondit qu'il s'appelait Blaine et lui demanda si ce nom lui était familier. Séol avoua qu'il n'avait jamais entendu parler de lui, mais qu'il graverait ce nom dans sa mémoire. L'homme lui demanda ensuite s'il avait déjà entendu parler du grand-duc de Givre, l'archimage légendaire qui avait fondé le zodiaque. Séol acquiesça. On apprit alors que le zodiaque était composé de 12 tours de magie, chacune nommée d'après une constellation, formant ainsi un groupe prestigieux. Celui qui avait fondé le zodiaque n'était autre que le grand-duc de Givre, une figure légendaire et également l'une des pièces de Séol. L'homme raconta qu'à une époque, lorsque Blaine était bloqué par le mur de l'éveil, c'était le grand-duc de Givre qui l'avait aidé à le franchir. Grâce à cet exploit, Blaine était devenu célèbre en tant que pionnier de la magie de la grêle. Séol eut alors un flashback. Il se souvenait de Blaine comme d'un enfant, mais préféra garder ses souvenirs pour lui, affirmant simplement qu'il comprenait. Blaine arriva peu après et salua Séol en se présentant tout en lui serrant la main. Il expliqua qu'il avait entendu parler de la ceinture et demanda s'il pouvait l'examiner. Séol accepta. Blaine étendit les mains vers l'objet, expliquant qu'il allait utiliser la magie comme procédure standard. Lorsqu'il libéra son aura, il fut surpris. Il demanda à Séol comment il avait obtenu la ceinture. Ce dernier répondit qu'il l'avait reçue d'une connaissance. Immédiatement, Blaine claqua des doigts et utilisa gel mental. Séol, intrigué, se demanda pourquoi cette compétence avait été utilisée. Les disciples de Blaine étaient incapables de bouger. Blaine s'excusa, expliquant qu'il ne pouvait permettre à personne d'entendre ce qu'il allait dire. Il déclara que l'objet était dangereux. La ceinture fonctionnait en équilibrant les pouvoirs des 9 esprits qu'elle contenait, mais, à cause de Vanta et Chaise, l'harmonie était désormais impossible à atteindre. Si cet équilibre fragile venait à se rompre, les pouvoirs des esprits pourraient fusionner, créant une force incontrôlable. Séol l'interrompit, complétant son explication. Il serait alors impossible de les contenir. Blaine acquiesça et poursuivit en affirmant que cela ne poserait pas de problème si Séol maintenait cet équilibre lui-même. Cependant, Blaine doutait que Séol possédait les compétences nécessaires. Il proposa donc un marché, offrant un échange avec un objet d'Aquarius. Une notification apparut, présentant 4 options, mais Séol refusa immédiatement. Blaine réfléchit un instant et reconnut que, lui aussi, aurait tenté de conserver un tel objet rare. Le chat, observant la scène, se demanda si Blaine avait réellement envie de cet objet. Avant de partir, Blaine avertit Séol de ne pas prendre sa mise en garde à la légère. Il ajouta que cette ceinture causerait des problèmes tôt ou tard. Puis, il invoqua une fiole de givre et la tendit à Séol, expliquant qu'il pourrait utiliser cette invitation s'il avait un jour besoin de visiter Aquarius. Séol expliqua qu'il doutait de jamais visiter une tour de magie. Blaine, cependant, lui répondit qu'on ne sait jamais ce que la vie réserve. Il ajouta qu'un jour pourrait venir où il pourrait l'aider ou aider Aquarius. Séol mentionna qu'il avait entendu dire que le zodiaque rendait la gentillesse et l'hostilité au double. Blaine confirma, précisant qu'il répondait bien plus à l'hostilité qu'à la gentillesse.
Mais, selon lui, cela ne signifiait pas qu'ils ignoraient les gestes amicaux. Il conclut en disant qu'il espérait leur future collaboration et se réjouissait de tout ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. Blaine annula alors sa magie, et Phryne se réveilla, confuse. Elle demanda ce qui s'était passé. Blaine s'adressa à elle, déclarant que leur invité avait capturé tous les types d'esprits. Il lui demanda de noter cette information avec précision. Intriguée, elle vérifia. « Par tous, vous voulez dire Chaise aussi ?» Blaine confirma, expliquant que Chaise était probablement la vraie raison pour laquelle les aventuriers disparaissaient. Il ajouta qu'il fallait s'assurer que Snowman soit dûment récompensé. Séol regarda ses récompenses, surpris de ce qu'il voyait. Il y avait des gants, des pièces d'or et une cape, tous conçus pour les invocateurs, comme s'il savait qu'il en aurait besoin. Blaine expliqua que tous les objets rares du monde finissaient inévitablement par passer par la tour de magie. Il espérait que Séol accepterait ces objets comme un cadeau pour commémorer leur première rencontre. Touché, Séol le remercia, affirmant qu'il appréciait ses présents. Phryne, toujours intriguée, fit remarquer que les événements survenus dans les montagnes semblaient bien réels. Blaine lui demanda si cela signifiait qu'elle pensait que Séol était spécial. Elle répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait une intuition à son sujet. Blaine admit que cette intuition était probablement juste. Lorsqu'elle lui demanda s'il avait ressenti la même chose, Blaine répondit qu'il n'en était pas certain, mais qu'il le saurait lorsqu'il visiterait la tour de magie. Fen, confuse, demanda comment il comptait entrer sans invitation, avant de se remarquer que Blaine avait utilisé gel mental sur elle. Agacée, elle le réprimanda. Entre-temps, Séol termina son aventure et avait à présent 920 600 points. Pour référence, le second au classement n'en avait que 450 080. Séol observa que, hormis l'écart entre le deuxième et lui, le niveau des autres semblait s'uniformiser. En se préparant à une période de repos, il fut téléporté à Nobira, où il passerait un mois. Il réalisa que cela faisait environ 20 jours depuis sa dernière pause et décida de vérifier soigneusement toutes ses récompenses avant d'entamer quoi que ce soit. Il commença par examiner son titre de chasseur d'esprit, conférant une augmentation de 5% ses statistiques lorsqu'il affrontait des monstres de type esprit. Ensuite, il inspecta une cape, le manteau de vent, qui offrait plus 10 en sagesse, plus 8 en constitution et une capacité à illuminer les zones sombres. Séol trouva cela très pratique, appréciant de ne plus avoir à porter de torche. Il passa ensuite aux gants de protection spirituelle, qui augmentaient l'intelligence de plus 3, la sagesse de plus 8 et la constitution de plus 5. Il possédait également un effet capable de neutraliser une attaque physique mineure une fois par jour. Séol s'étonna qu'un tel objet soit classé comme rare, car il semblait exceptionnel. Enfin, il examina un objet de qualité trésor appelé la grâce de Chaise. Cet orbe augmentait la sagesse de plus 15, l'intelligence de plus 5 et ajoutait plus 2 à l'esprit. Il améliorait également sa compétence main d'ombre d'un rang et augmentait son espace d'ombre de 30%. Cependant, il réduisait les statistiques des invocations d'ombre de 20%. Séol comprit que cet objet convenait mieux à un invocateur utilisant de nombreuses petites invocations, alors qu'il faisait partie de ceux qui privilégient des invocations puissantes et élitistes. Malgré ses qualités, la grâce de Chaise comportait un inconvénient gênant pour son style de combat. Après réflexion, il conclut qu'il n'avait pas d'autre choix que de visiter la maison de vente aux enchères. Arrivé à l'établissement, il passa devant un groupe d'aventuriers discutant de leurs trésors. La maison de vente aux enchères de Nobira était l'une des plus importantes du sud de Pandéa, attirant de nombreux grossistes et intermédiaires. Grâce à sa fonction de recherche d'objets, similaire à celle de l'association des aventuriers, elle permettait de trouver efficacement des trésors rares. Séol comprit que sans cette fonctionnalité, la maison de vente aux enchères serait devenue un chaos ingérable et peu intuitif. Il décida de commencer par vendre tous les consommables inutiles qu'il avait accumulés jusque-là. Ne possédant pas le talent de négociation, il lui était plus simple d'obtenir un prix équitable ici qu'en magasin ordinaire. Comme prévu, les consommables furent vendus instantanément. Tout ce qui lui restait à faire était de chercher des objets intéressants à acheter. En parcourant les enchères, il fut surpris de tomber sur un fouet nommé Langue de Golo. Il s'interrogea sur la présence d'un tel objet ici. Ce fouet augmentait la sagesse de 22, les statistiques des invocations de 15% et la chance de réussite de nouvelles invocations d'ombre de 20%. Cependant, toutes les 6 heures, l'utilisateur risquait d'être empoisonné par un venin d'ombre. Voilà le revers de la médaille. Séol savait que Golo était un nom générique donné au serpent noir que l'on trouvait dans les ruines près de la grande forêt. Ce serpent était redouté non seulement pour la dangerosité de son venin d'ombre, mais aussi pour sa capacité à encaisser plusieurs coups. Il n'avait jamais chassé cette créature spécifiquement, car elle pouvait apparaître n'importe où. Mais quelqu'un avait visiblement réussi. Ce fouet était un objet que tout invocateur désirerait ardemment,
et Séol admettait qu'il serait prêt à débourser une somme importante pour l'obtenir. Cependant, le risque d'empoisonnement et son prix exorbitant expliquaient pourquoi l'objet n'avait pas encore trouvé preneur. Même en rassemblant tout son or, il n'aurait pas assez pour atteindre le prix minimum. Il décida alors de tenter un autre angle, entrer en contact avec la personne qui avait mis cet objet en vente. Il se rendit à la réception et fut accueilli par une femme nommée Rita. Elle lui demanda s'il souhaitait enregistrer un objet. Séol répondit par l'affirmative et posa la grasse de chaise sur le comptoir. Rita, surprise par cet objet, demanda s'il voulait fixer un prix de mise à prix aussi élevé que 200 pièces de platine. Elle l'avertit qu'un tel montant risquait de décourager d'éventuels acheteurs. Mais Séol, confiant, affirma qu'il n'était pas pressé de vendre et autorisa la maison de vente à gérer la transaction. Rita lui expliqua qu'il devrait passer régulièrement à la maison de vente étant donné la valeur exceptionnelle de son objet. Séol espérait qu'en exposant un trésor aussi rare, le propriétaire de la langue de Golo comprendrait son intention et proposerait un échange. Pendant ce temps, Rita s'éclipsa discrètement dans une pièce arrière et remit un morceau de papier à un homme couvert de cicatrices. De son côté, Séol se dirigea vers l'association des aventuriers de Nobira pour recueillir des informations sur le propriétaire du fouet. Il expliqua que les factions de chasseurs de ruines à Nobira étaient célèbres et que celui qui avait mis cet objet en vente devait probablement être un membre influent de l'une de ces factions. Séol se souvint avoir entendu parler de 5 grandes factions de chasseurs de ruines à Nobira, mais l'équilibre des pouvoirs avait changé depuis l'effondrement de la faction Borgo. En consultant la communauté et en écoutant des ragots ici et là, il découvrit des rumeurs sur un homme nommé Kibo, chef de l'une des plus grandes factions. Il apprit également que ce dernier utilisait frénétiquement son réseau d'informations internes pour chercher un certain objet. Le jour suivant, Séol prit un hébergement, demandant un endroit où il serait possible d'y cuisiner. Après cela, il se rendit à la guilde d'information. Séol récupéra une note contenant des détails précieux. On disait que la faction de Kibo avait autrefois possédé la langue de Golo et que Kibo lui-même était un invocateur d'ombre. La rumeur la plus crédible suggérait que Kibo avait été empoisonné par le venin d'ombre du fouet. Bien que la langue de Golo soit un trésor, son effet secondaire la rendait presque maudite, une abomination, selon les termes de Séol. Séol brûla la note après l'avoir lue, satisfait des informations obtenues. Il en conclut que Kibo recherchait probablement un antidote pour contrer les effets du venin d'ombre, ce qui expliquait son intérêt désespéré pour certains objets rares. Séol réfléchit à sa prochaine action. Pour l'instant, pensa-t-il, mieux valait commencer par ça, sans entrer dans les détails. Pendant ce temps, à la maison de vente aux enchères, les discussions allaient bon train. Tout le monde parlait d'un nouvel objet de qualité trésor mis en vente, avec une mise à prix minimale de 200 pièces de platine. Les murmures se multipliaient, certains jugeant ce prix exorbitant, presque ridicule. De retour à la maison de vente, Rita accueillit Séol avec son sourire habituel, lui demandant s'il avait besoin de quelque chose ou s'il venait simplement vérifier l'état de son objet. Séol répondit qu'il était là pour les mises à jour. Rita lui annonça qu'aucune enchère n'avait encore été placée sur son bien et rappela qu'il pourrait être judicieux de baisser le prix, comme elle l'avait suggéré. Séol, cependant, refusa cette option. Il expliqua qu'il n'avait pas l'intention de réduire le prix, mais qu'il pourrait envisager un échange, à condition que l'objet proposé ait une valeur similaire. Rita réfléchit un instant, puis mentionna la langue de Golo comme une possibilité. Elle ajouta que cet objet avait un prix de départ équivalent. Séol esquissa un sourire, trouvant cette idée intéressante. Rita, en hochant la tête, proposa de pousser dans cette direction si cela l'intéressait. Séol, intrigué, demanda à Rita si elle connaissait le propriétaire de cet objet. Elle répondit qu'elle gérait effectivement l'article, mais qu'elle ne pouvait pas lui donner d'informations confidentielles. Toutefois, si Séol souhaitait rencontrer le propriétaire, elle pouvait lui transmettre son souhait. Séol acquiesça, estimant que cela pourrait être utile, et quitta les lieux. Une fois partie, Rita se leva discrètement de son bureau et alla retrouver l'homme couvert de cicatrices. Tous deux observèrent Séol s'éloigner. Dans sa chambre, Séol réfléchissait aux défis qu'il rencontrait. Rien ne se passait comme prévu. Il avait acheté une fleur d'ombre auprès du marchand de folie, mais il devait encore la traiter, même s'il n'avait pas encore trouvé d'invocation adaptée. Bien qu'il puisse acheter la plupart des matériaux nécessaires à la maison de vente, un ingrédient clé, le gel de persécution délirante, manquait. C'était un élément rare, difficile à trouver dans le sud. Par ailleurs, il savait qu'il aurait également besoin de préparer un antidote pour contrer les effets secondaires de la langue de Golo. En observant une carte dans sa main, celle que Janet lui avait donnée, Séol hésita. Il ne voulait pas l'utiliser à moins d'en avoir deux, mais il n'avait pas le choix. Il déchira la carte et plongea dans son rêve, un espace onirique qu'il n'aimait guère visiter depuis cet incident dans les dieux.
Ce lieu avait pris une teinte désagréable. Lorsqu'il leva les yeux, il espérait voir Janet. À la place, il aperçut plusieurs silhouettes. L'une d'elles le salua. Séol demanda s'ils étaient tous des marchands de folie. L'homme répondit que oui, ajoutant qu'il en avait déjà rencontré un auparavant. Séol s'enquit de Janet, mais le marchand de folie resta évasif, affirmant qu'il ne pouvait rien révéler. La conversation prit une tournure étrange. Les marchands semblaient intrigués par Séol, un individu pris dans les événements du fusionnement des mondes. Ils le considéraient comme une curiosité, car il avait accumulé une quantité impressionnante de folie, au point que chacun d'eux espérait être retenu par lui. Séol, méfiant, demanda ce qu'il devait faire. Le marchand lui expliqua que, comme auparavant, ils allaient lui présenter leurs marchandises, et que s'il trouvait quelque chose à son goût, il n'avait qu'à l'acheter. Séol rappela qu'il avait fait une promesse à Janet. Les marchands répondirent qu'ils en étaient conscients, mais que cette promesse avait conduit à une restriction sur Janet. Séol accepta leurs conditions, mais précisa qu'il ne voulait voir que les objets les plus utiles pour lui. Les marchands lui montrèrent divers artefacts, tous plus uniques et coûteux les uns que les autres. Séol regarda autour de lui, analysant leurs offres, jusqu'à ce que deux objets modestes attirent son attention. Un sourire se dessina sur son visage. Il savait que c'était Janet. Elle éclata de rire, confirmant son intuition. Je leur ai dit qu'au final, ils finiraient par perdre la face, plaisanta-t-elle. Lorsque les autres marchands comprirent que Séol l'avait reconnu, ils se replièrent, vexés. Janet les taquina une dernière fois avant qu'ils ne disparaissent. Une fois seule, elle expliqua à Séol qu'elle avait deviné ses besoins grâce à leurs échanges passés, notamment lorsqu'elle lui avait vendu la fleur noire. Elle lui fournit alors le gel manquant et une poudre d'herbe toxique, les éléments clés pour traiter son acquisition. Séol, reconnaissant, reconnut que Janet avait parfaitement anticipé ses besoins. Le fait qu'un simple humain comme lui, pris au piège dans la fusion des mondes, sache s'y adapter aussi bien est en soi un exploit. Elle esquissa un sourire, affirmant qu'il n'était clairement pas un humain ordinaire. La fusion des mondes engendre des circonstances uniques, et il devait être l'un de ces cas particuliers. Elle ajouta qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car elle n'était pas assez déloyale pour exploiter ses faiblesses. Séol hocha la tête. Cela expliquait la gélatine, mais pas l'histoire de la poudre d'herbe toxique. Elle répondit qu'elle avait observé ses récents mouvements. Il répliqua, mi-amusé, qu'elle pouvait regarder, tant qu'elle ne l'espionnait pas dans des moments embarrassants. Elle proposa ensuite un prix, 3000 unités de folie pour les deux objets. Avec ces 10 000 unités restantes, il pouvait se le permettre. Curieux, il lui demanda si elle avait autre chose. Elle éclata de rire, se demandant s'il était sérieux. « Je suis une titan dans cette industrie. Bien sûr que j'ai plus. » Elle sortit alors un pantalon appelé l'étoffe fantôme noire. Les caractéristiques étaient impressionnantes. Plus 12 en sagesse, plus 7 en esprit, plus 5 en constitution. De plus, ce vêtement augmentait les statistiques des invocations d'ombre de 10% et leur donnait 5% de chances supplémentaires de réussir leurs attaques. Séol, intrigué, lui demanda plus de détails. Elle expliqua qu'à partir d'un certain niveau, les objets changeaient de catégorie pour devenir de qualité folie. Il se demanda alors si ce pantalon était un trésor rare. Elle lui fit une offre, tout son argent pour cet objet. À sa surprise, il n'y avait aucune condition supplémentaire. Elle répondit qu'il s'agissait d'un prix équitable et qu'il savait, à ce stade, qu'elle était bien meilleure que les autres marchands. Il ne pouvait qu'acquiescer. Alors qu'il hésitait, elle mentionna que folie représentait tout pour eux et lui rappela qu'il avait lui-même été vendu à cause de cette ressource. À ces mots, Séol serra les poings, son visage exprimant une colère sourde liée à son passé. Avant de partir, elle lui tendit une carte, qu'elle avait oublié de lui donner. En s'éloignant, elle lui lança un dernier conseil. Ne meurs pas avant notre prochain échange. Plus tard, dans la journée, on entendit Séol tousser alors qu'il préparait une étrange concoction. Il expliqua que créer l'antidote n'était pas compliqué, mais il se demandait comment traiter la fleur d'ombre. En l'état, elle pouvait fonctionner, mais Janet lui avait fourni les matériaux nécessaires pour aller plus loin. Déterminé, il s'attela à la tâche. Il versa de la poudre de vitalité sur la fleur, qui s'épanouit instantanément. Quelqu'un dans le chat en ligne plaisanta en disant que c'était de la farine d'os. Séol, cependant, trouvait le résultat encore insuffisant. Il devait transformer cette fleur coûte que coûte. Plus tard, on le vit tester une gelée qu'il avait préparée. C'était infect. Il réessaya, mais échoua encore, suscitant l'étonnement du chat. Avec son talent en cuisine, un tel échec semblait improbable. Pourtant, après plusieurs essais infructueux et 2 jours d'efforts, il réussit enfin. Une gelée violette, brillante et parfaite, émergea. Ce plat, classé comme un trésor culinaire,
augmenta son esprit de 3 points en permanence et améliora considérablement ses compétences en cuisine. De plus, il pouvait désormais invoquer une ombre bien plus puissante, comme s'il avait gagné 30 niveaux supplémentaires. Le chat en ligne explosa d'enthousiasme, et Seol expliqua que ce plat pouvait l'aider à surmonter les obstacles, car il lui permettrait de devenir plus en affrontant des adversaires bien plus forts et d'invoquer leurs ombres. Alors qu'il réfléchissait à l'occasion parfaite pour l'utiliser, des coups frappèrent à sa porte. Un homme, tremblant, l'informa qu'il avait un visiteur. Seol esquissa un sourire. Enfin, c'était le moment. Il ressentait une présence importante à l'extérieur, accompagné de nombreuses personnes. Il demanda où il devait aller, mais une voix lui répondit qu'il n'en avait pas besoin. L'homme en question était déjà là, impatient de le rencontrer. L'aubergiste, sentant la tension, s'éclipsa discrètement. Seol observa l'homme se présenter sous le nom de Kibo, accompagné d'un autre homme balafré. Kibo demanda calmement si Seol comptait vraiment les laisser dehors. Seol invita Kibo à entrer, en s'excusant d'avance pour le désordre dans la pièce, mais l'encouragea à se mettre à l'aise. À l'extérieur, les hommes de Kibo attendaient patiemment. Kibo, quant à lui, rassura Seol en lui disant qu'il n'avait pas besoin d'être autant sur ses gardes, se décrivant comme une simple bête ayant perdu ses crocs. Seol, sceptique, le défia avec un sourire, lui demandant s'il croyait vraiment à ses propres paroles. Kibo haussa les épaules en disant qu'il était simplement pragmatique. En observant la pièce, il ajouta que pour un espace occupé par une seule personne, l'odeur était insoutenable. Seol répondit qu'il avait ses raisons, ce qui fit rire Kibo, qui affirma qu'il comprendrait, d'autant plus que Seol l'avait laissé entrer malgré son arrivée soudaine. Ils décidèrent de passer aux choses sérieuses. Seol invita Kibo à s'asseoir, mais leur conversation fut interrompue par des coups frappés à la porte. Une voix féminine exigeait qu'on la laisse entrer, menaçant de défoncer la porte si besoin. Kibo, visiblement exaspéré, soupira et ouvrit la porte pour laisser entrer une femme nommée Yumira. Yumira, agacée, déclara qu'il aurait dû faire cela dès le début, tandis que Kibo lui reprochait son manque de discrétion. Seol demanda si elle était une transfuge, ce que Kibo confirma en précisant qu'elle s'appelait Yumira et qu'elle était une jeune femme pleine d'énergie. Yumira, offensée, exigea qu'on cesse de la qualifier ainsi et se plaignit de l'odeur. Kibo tenta de la calmer, expliquant qu'ils avaient une conversation importante. Kibo informa Seol qu'il avait entendu parler de lui par Rita et qu'il souhaitait négocier un échange d'objets. Seol répondit qu'il avait effectivement conseillé à Rita d'échanger des biens plutôt que d'accepter des prix dérisoires. Kibo rit, ajoutant qu'il avait bien compris que Seol savait déjà qu'il possédait la langue de Golo, vu son absence de surprise. Seol admit qu'un trésor de cette envergure attirait toujours des visiteurs inattendus. Yumira, impatiente, l'interrompit, exigeant qu'il cesse de jouer et conclut rapidement l'échange. Kibo lui ordonna de se taire, affirmant que tout allait bien et qu'elle ferait mieux d'observer et d'apprendre. Yumira, furieuse, demanda ce qu'elle était censée apprendre. Kibo, résigné, révéla finalement la raison de sa venue. Il avait désespérément besoin du trésor de Seol. Intrigué, Seol demanda pourquoi. Kibo lui demanda s'il était au courant de la situation actuelle à Nobira. Seol répondit qu'il avait entendu dire que les chasseurs de ruines étaient sur les nerfs en raison d'une guerre imminente. Kibo confirma, expliquant que l'équilibre des factions à Nobira était précaire. Eka et Doju, les factions belliqueuses, faisaient face aux modérés, Shur et Kibo. Seol demanda pourquoi une guerre n'avait pas éclaté plus tôt. Kibo expliqua que c'était grâce à Borgo, un leader brutal et imprévisible, dont la simple présence suffisait à maintenir la paix par crainte. Depuis sa disparition, Eka et Doju avaient formé une alliance, exerçant une pression insoutenable sur lui. Seol lui demanda pourquoi il ne pouvait gérer la situation lui-même. Seol remarqua que Kibo semblait affaibli. Kibo lui déclara qu'il avait perdu un bras. Yumira semblait agacée et demanda à Kibo de ne pas faire confiance juste comme ça. Kibo ne l'écouta pas et montra alors à Seol sa main noircie, révélant qu'il avait été infecté par le venin d'ombre après avoir utilisé la langue de Golo de manière imprudente. Il avoua qu'il avait agi sous la pression et commis une erreur. Seol, curieux, demanda ce que Shur faisait dans cette situation. Kibo répondit que Shur n'était qu'un opportuniste, prêt à changer de camp si les choses empiraient. Une telle trahison marquerait la fin pour Nobira, laissant les transfuges à la merci de Eka et Doju, connus pour les traiter comme des esclaves ou pire. Yumira intervint à nouveau, qualifiant Kibo de fou et affirmant que quiconque s'opposait à Eka finissait inévitablement en cadavre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Eka tuait les transfuges pour son propre plaisir. Kibo soupira, concluant que dans ce monde, la confiance ne pouvait naître que dans les situations les plus désespérées. Seol, observant ces expressions, comprit que la situation était bien plus complexe qu'elle n'y paraissait.
Seol déclara que Kibo avait franchi une limite et lui demanda s'il avait vraiment besoin de son trésor pour résoudre la situation. Kibo répondit qu'il souhaitait simplement échanger des trésors de valeur égale. Seol, sceptique, demanda s'il insinuait que la langue de Golo valait autant que son propre objet. Kibo répliqua qu'un objet invendable n'avait aucune valeur, ajoutant que, puisque leurs trésors respectifs ne pouvaient être vendus, cela prouvait qu'ils étaient équivalents. Seol trouva cette logique un peu tirée par les cheveux, mais Kibo rit, affirmant que, même si c'était le cas, il n'y voyait pas de problème. Seol réfléchit un instant. Pour lui, accepter l'échange tel qu'elle était sans doute préférable, car si Eka prenait le contrôle de Nobira, cela compliquerait énormément les choses. En tant que transfuge, Seol n'avait aucune raison de favoriser un groupe qui le ciblait directement. Si la faction de Eka grandissait et monopolisait tout, il serait forcé de combattre. Cela rendrait la situation déjà tendue de Nobira encore plus insupportable. Yumira, agacée par l'indécision de Seol, suggéra qu'ils abandonnent l'échange et s'en aillent, ajoutant qu'elle avait prévenu Kibo de ne pas trop espérer. Elle affirma que les transfuges ne pensaient qu'à eux-mêmes. Kibo, irrité, lui rappela qu'elle était elle-même une transfuge et qu'elle n'avait tout simplement pas encore réussi à s'adapter à ce monde. Seol, cherchant une issue, mentionna qu'il avait entendu dire que les chasseurs de ruines étaient capables d'évaluer rapidement la valeur des objets. Il posa alors quelque chose sur la table et demanda à Kibo de l'estimer. Kibo examina l'objet, concluant qu'il s'agissait probablement d'un type de médicament. Avant que Kibo ne puisse continuer, Yumira remarqua que son ombre semblait agir de manière étrange. Tous deux regardèrent sa main noire avec stupéfaction. Seol, imperturbable, demanda si Kibo comprenait désormais la valeur de l'objet. Kibo, en sueur, réalisa que c'était l'antidote au venin d'ombre qui l'affligeait. Yumira, surprise, demanda si cela pouvait vraiment le guérir. Kibo, nerveux, interrogea Seol sur ses intentions, se demandant s'il voulait échanger l'antidote contre la langue de Golo. Seol répondit que cet échange avait déjà été discuté. Il ne voulait que des trésors, des matériaux rares ou des informations utiles en retour. Kibo expliqua qu'ils avaient déjà vendu tous leurs trésors pour se préparer à la guerre et le supplia de considérer leurs circonstances. Seol, insensible, répondit qu'il avait déjà fait preuve de beaucoup de générosité. Yumira, confuse, demanda à Kibo de quoi il parlait en mentionnant cette générosité. Kibo expliqua que Seol leur avait montré son intention de négocier, mais que s'il portait cet antidote à Eka ou Doju, les choses pourraient devenir bien pires. Seol confirma cette analyse, précisant que Kibo devait bien lire la situation et éviter toute erreur. Sinon, il reprendrait immédiatement l'antidote. Pris au piège, Kibo retira une bague de son doigt, malgré les protestations de Yumira, qui lui rappela que ces bagues étaient son symbole. Kibo répondit que ce qui le représentait vraiment, c'était lui-même et sa famille, bien plus que n'importe quel objet. Seol observa la bague, qui était un trésor nommé l'avertissement du loup. Cet objet offrait 8 points de sagesse et avertissait son porteur en cas de danger. Seol, satisfait, accepta l'échange. À l'extérieur de la maison, Rita arriva pour authentifier la transaction. Kibo, prêt à tester l'antidote, commença à le boire sous le regard nerveux de Yumira. Son visage se crispa immédiatement. Il sentit sa gorge brûler, affirmant que même les alcools les plus forts ne pouvaient rivaliser avec cette sensation. Seol, un sourire en coin, expliqua que c'était parce que l'antidote contenait du poison miroir. Les hommes de Kibo s'énervèrent, mais Kibo leur demanda de se calmer. Le venin disparaissait progressivement de sa main, prouvant l'efficacité de l'antidote. Soulagés, ils poursuivirent l'échange, laissant Rita gérer les formalités. Seol récupéra la langue de Golo et, tout en souriant, demanda à Kibo ce qu'il prévoyait de faire ensuite. Kibo, un peu embarrassé, plaisanta sur son propre comportement, avant de faire une requête sérieuse. Il demanda à Seol de l'aider dans la bataille contre Eka. Seol refusa catégoriquement, déclarant qu'il méprisait le fait de s'impliquer dans les problèmes des autres. Kibo insista, lui demandant s'il était vraiment certain d'avoir le choix. Il expliqua que ce conflit était l'événement le plus important de tout Nobira et que personne n'y échapperait. Mais Seol, agacé, lui coupa la parole et lui demanda s'il avait fini de divaguer. Kibo hocha la tête et conclut que l'échange avait été fructueux, avant de demander son nom. Seol, indifférent, répondit simplement qu'il pouvait l'appeler Snowman. Kibo, intrigué, ajouta qu'il se reverrait si les circonstances l'exigeaient. Sur le chemin du retour, Yumira interrogea Kibo sur son comportement. Elle lui reprocha d'avoir tenté de flatter Snowman, en soulignant qu'il n'appartenait même pas à une faction. Mais Kibo, sérieux, répondit que c'était précisément cela qui le rendait effrayant. Yumira, perplexe, lui demanda s'il avait menti à propos de l'antidote. Kibo assura qu'il n'avait pas menti,
mais qu'il s'était enfin calmé et qu'il devait discuter un moment. S'asseyant, il commença à expliquer. Selon lui, ce qui différencie un chasseur de ruines d'une personne ordinaire, c'est avant tout leurs yeux et leur instinct. Il rappela à Yu-Mira qu'il l'avait recueillie à son arrivée, alors qu'elle débordait de colère envers le monde. Yu-Mira avoua qu'à l'époque, seuls les animaux s'approchaient d'elle, et qu'elle ne pensait qu'à sa propre survie. Elle exprima sa gratitude envers Kibo, reconnaissant que sans lui, elle ne serait plus en vie. Yu-Mira, curieuse, lui demanda pourquoi il avait peur de Snowman. Kibo avoua que l'énergie dégagée par cet homme n'était pas une simple plaisanterie. Snowman avait intentionnellement révélé sa puissance pour le tester, et cela avait éveillé en lui une peur viscérale, presque animale. Ses sens lui criaient que cet homme était réellement dangereux. Kibo poursuivit, s'interrogeant sur la façon dont un individu sans faction avait pu obtenir des trésors si rares, dont l'antidote qu'il cherchait désespérément. Même la ceinture que Snowman portait surpassait tout ce qu'il avait jamais vu, y compris Chessgress. Il avertit Yu-Mira de ne pas approcher cet homme à la légère. Quand elle lui demanda à quel point il estimait Snowman, Kibo révéla qu'il avait mené des recherches via son réseau d'information. Il avait découvert que Snowman était arrivé à Nobira le jour même où le premier du classement était revenu. Yu-Mira suggéra que ce n'était qu'une coïncidence, mais Kibo, convaincu par ce qu'il avait vu de ses propres yeux, affirma que Snowman occupait probablement la première place du classement. Il craignait que la faction de Eka ne l'ait également remarqué. Yu-Mira lui demanda ce qu'il pensait que Snowman ferait, insinuant qu'il pourrait rejoindre le camp de Eka. Kibo, incertain, admit qu'il n'avait aucune idée des intentions de cet homme. Tout en parlant, la scène nous montre Séol. Il tenait la langue de Golo au-dessus d'un chaudron et commença à la plonger dedans. Selon Kibo, Snowman pourrait devenir le Joker imprévisible dans leur bataille contre Eka. 2 jours plus tard, après avoir ventilé sa maison nauséabonde, Séol s'empara du fouet de Golo, déclarant qu'il était enfin sec. Le désavantage initial avait maintenant disparu, et le fouet avait gagné une capacité pour infliger du poison. Séol nota que, bien que moins élégant qu'un bâton, le fouet était plus pratique à transporter et pouvait lui servir d'arme en cas d'urgence. Il réalisa également que ses statistiques avaient considérablement augmenté, notamment grâce à une amélioration de 15% liée à ses invocations. Il décida qu'il était temps de réévaluer ses compétences. Bien que ses caractéristiques de départ n'aient pas beaucoup changé, ses compétences avaient monté en niveau, marquant une nette différence. Sa sagesse atteignait des sommets absurdes, et sa constitution surpassait celle de nombreuses classes de guerriers, en partie grâce à sa ceinture qui augmentait de 15 points toutes ses statistiques. Il observa ensuite les progrès de Karuna et Jamad. Karuna avait monté de 8 niveaux, tandis que Jamad n'en avait gagné que 6. Leur croissance rapide compensait largement leur montée en puissance relativement modeste. Séol, impressionné, se prépara à explorer de nouvelles possibilités, convaincu que ses alliés et lui étaient sur le point de franchir une nouvelle étape. Séol réfléchissait. Au bout du compte, il se disait que traverser toutes ces aventures périlleuses en valait la peine. Il avait compris que la folie jouait un rôle plus important qu'il ne l'avait imaginé. Peut-être que la seule façon de surpasser les autres, c'est de tout risquer, murmura-t-il pour lui-même. Il semblait que Codon avait anticipé ce cheminement de pensée. Alors qu'il s'éloignait, 2 silhouettes l'observaient depuis un coin sombre. Séol repensa à sa visite récente chez le chercheur pour chercher des indices sur Chaillot. Une fois encore, il n'avait trouvé personne. Les fenêtres étaient toujours brisées, et rien n'indiquait que quelqu'un était entré depuis son dernier passage. Il soupira, se disant que si rien ne changeait d'ici demain, il devrait se contenter des maigres informations laissées derrière. La scène changea, révélant la 3e rue de Nobira, où plusieurs personnes, attablées dans une taverne, discutaient de nouvelles aventures. Séol, assis dans un coin, commanda des aubergines grillées. Mais avant qu'il ne puisse finir sa commande, la serveuse sembla terrifiée par quelque chose derrière lui. Se retournant, Séol remarqua la senteur d'une odeur de sang. Un homme aux cheveux orange entra, et l'atmosphère devint électrique. Tout le monde comprit qu'il s'agissait de Eka, et qu'un affrontement était imminent. Séol, calmement, remarqua qu'il se demandait qui le suivait depuis ce matin, et conclut qu'il s'agissait de la faction de Eka. Cependant, pour qu'un corps dégage une telle odeur de sang, il se demandait combien de vies cet homme avait prises. Eka, avec un sourire sinistre, lança qu'il avait entendu dire qu'un trésor avait été offert au loup, et qu'il venait enquêter. Il planta sa lance dans le sol, s'annonçant comme étant Eka, et affirmant qu'il avait entendu dire que Séol était puissant. Séol, imperturbable, demanda à qui il s'adressait. Eka le traita de gamin, exigeant de savoir d'où il tenait son trésor. Séol lui demanda de quoi il parlait. Eka, furieux, lui ordonna d'arrêter de jouer les idiots. Il hurla à ses hommes d'amener la fille, malgré leurs hésitations. Peu après,
Ils traînèrent Rita, ensanglantée et visiblement terrorisée. Séol, en la voyant, sentit sa colère monter. La scène bascula à la base du loup, où Kibo s'adressait à ses troupes. Il annonça qu'il ne pouvait plus continuer cette coexistence inconfortable. Selon lui, Nobira n'avait déjà que trop de cupidité avec seulement 2 factions. Bien que leurs adversaires, Eka et Doju, soient plus nombreux, Kibo assura que leurs alliés étaient individuellement plus forts. Soudain, une femme entra précipitamment dans la tente, annonçant que Eka était déjà en train de se battre sur la 3e rue. Kibo demanda contre qui, puisqu'ils étaient tous ici. La femme répondit qu'elle n'avait pas pu distinguer grand-chose, mais qu'un homme aux yeux dorés semblait être au centre du conflit. Kibo comprit immédiatement qu'il s'agissait de Séol. Il ordonna que tout le monde se rende immédiatement à la 3e rue et se prépare à l'affrontement. De retour à la taverne, Eka riait, affirmant qu'il avait utilisé Rita pour s'assurer de cette rencontre. Un seul coup a suffi pour qu'elle crache tout, ajouta-t-il, alors que Rita, en pleurs, jurait qu'elle n'avait été qu'une intermédiaire dans un commerce. Eka se moqua de Séol, suggérant que le trésor qu'il avait donné au loup n'aurait jamais dû finir dans ses mains. Séol, irrité par le ton condescendant de Eka, lui demanda directement ce qu'il voulait. Eka répondit par un rire, lui demandant s'il avait pris le parti du loup. Séol répondit calmement qu'il n'était pas dans ce conflit. Eka, méfiant, insista, affirmant qu'il pourrait se mettre en colère si on lui mentait. Séol répéta sa réponse, ce qui arracha un sourire narquois à Eka. Celui-ci le provoqua, disant avoir entendu qu'il était le transfuge le plus fort, mais qu'il méprisait ses étrangers. Selon Eka, les transfuges n'étaient rien de plus que des parasites. Ils envahissaient leur monde, franchissaient des limites, prenaient ce qu'ils voulaient. La seule façon de les éduquer, disait-il, était de leur écraser le crâne ou de leur passer un collier autour du cou. Il continua, parlant de Kibo qui considérait ses déchets comme sa famille, mais Eka ne voyait en eux que des insectes assoiffés de sang. Séol l'accusa d'abuser des faibles uniquement par plaisir. Eka éclata de rire, reconnaissant qu'il aimait tyranniser ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Séol restait, presque indifférent, il pensa que cela confirmait les dires de Kibo, qui ne cherchait pas seulement à le rallier à sa cause. Eka, le pied posé sur la table, proposa à Séol une alternative pour survivre, tuer Kibo. S'il le faisait, Eka lui pardonnerait son insolence. Séol lui demanda ce qu'il ferait s'il refusait. Eka répondit qu'il commencerait par tuer Rita, puis il briserait le cou de Séol avant de l'achever. Séol, intrigué, demanda ce qu'il ferait après. Eka rit, se moquant de lui, et lui demanda pourquoi il était curieux de ce qui arriverait après sa mort. Séol, imperturbable, répondit que n'importe qui serait curieux des absurdités qu'un idiot pourrait inventer. Furieux, Eka maudit Séol et abattit sa hache pour tuer Rita. Mais à cet instant, Séol utilisa sa technique main d'ombre pour la mettre en sécurité. Eka renversa une chaise d'un coup de pied, accusant Séol de tenter de fuir après être entré dans la tanière du lion. Il déclara que Séol n'avait d'autre option que de mourir. Mais Séol répliqua que Eka se trompait lourdement, invoquant Karuna et Jamad, 2 de ses alliés. La tension monta d'un cran. Eka ordonna à ses hommes d'attaquer Séol de la même manière qu'il combattait Kibo. Il lança son hallebarde vers Karuna, mais celui-ci dévia l'attaque avec une puissance qui projeta Eka contre un mur. Les hommes de Eka, choqués, comprirent qu'ils avaient sous-estimé leur adversaire. Eka, réalisant son erreur, pâlit. Séol, avec une froide assurance, rappela à Eka qu'il lui avait demandé plus tôt s'il était du côté du loup Kibo. Cette fois, il répondit fermement qu'il était désormais. Karuna bondit vers Eka, prêt à frapper. À l'extérieur, les combats faisaient rage. Doju, un autre chef de faction, hurla que Kibo était maléfique et qu'il viendrait lui arracher la tête pour sa trahison. Kibo, concentré, rassura ses troupes, affirmant que cette nuit serait longue mais décisive. Son armée d'ombre, composée des défunts membres de sa faction, avançait inexorablement. Doju, pris de panique, tenta de repousser les assauts mais fut rapidement submergé et poignardé à mort. Kibo ordonna à ses hommes d'épargner ceux qui se rendaient et de se préparer pour la suite. Il savait que Eka restait une menace. Peu après, une silhouette familière apparut, Yumira. Elle tenait dans sa main la tête de Eka, le sang encore frais. Le camp de Kibo fut stupéfait. Un flashback révéla que Yumira, arrivé plus tôt dans la taverne, avait trouvé Séol assis calmement à une table, tapotant le bois du bout des doigts. Devant lui, la tête de Eka reposait sur la table. Séol, stoïque, lui avait reproché son retard. Cette nuit fut marquée par des victoires éclatantes. Les factions de Shur et de Kibo s'unirent pour écraser leurs ennemis. Shur, dans un geste de diplomatie, laissa la majorité des honneurs à Kibo, qui émergea comme le nouveau leader des chasseurs de ruines à Nobira.
Kibo expliqua que le siège sur lequel Séol était assis était celui destiné aux invités, une position diamétralement opposée à celle qu'il occupait lors de leur dernière rencontre. Mira, intriguée, demanda à Séol pourquoi il avait décidé de tuer Eka. Il répondit simplement que c'était lié à leur accord. Kibo hocha la tête, disant qu'il s'en doutait et qu'il aurait préféré que Séol se rallie à sa cause lors de leur réunion. Séol rétorqua qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'impliquer à l'époque. Kibo, pragmatique, balaya le sujet d'un revers de main, affirmant que tout cela appartenait au passé et qu'il ne voyait aucun intérêt à s'y attarder. Il changea de sujet et demanda à Séol ce qu'il voulait. Séol répondit qu'il prendrait tout ce qui pourrait l'aider. Kibo éclata de rire, disant qu'il sentait déjà qu'il allait devoir payer cher une fois de plus. Après un instant, Kibo prit un ton plus sérieux et raconta une histoire. Il expliqua qu'autrefois, lorsqu'il était plus jeune, il avait erré dans le désert et l'ouest pour des raisons liées à l'argent. À cette époque, il était prêt à tout pour de l'argent, des missions de mercenariat, de l'espionnage, des assassinats, en plus de chasser des ruines. Une nuit, alors qu'il campait dans la nature, il remarqua quelqu'un courir désespérément, poursuivi par plusieurs assaillants. Sans réfléchir, son corps réagit avant son esprit. Il élimina les poursuivants et enterra leur corps dans le sable. L'homme qui l'avait sauvé le remercia avec une sincérité troublante. Il lui promit de lui rendre l'appareil un jour, une promesse qui, étonnamment, avait tenu bon au fil des années. Aujourd'hui encore, Kibo en récoltait les fruits. Séol, intrigué, demanda si ce que cet homme lui avait donné valait autant que la tête de Eka. Kibo, avec un sourire énigmatique, révéla qu'il était le successeur de Urgo. Séol, surpris, répéta le nom, incrédule. Kibo confirma, ajoutant que Séol devait forcément connaître ce nom. Séol se figea, se rappelant que Urgo était un forgeron de talent inégalé, capable de créer des pièces si exceptionnelles qu'elles surpassaient même les récompenses des aventuriers. Pourtant, ces créations avaient fini entre de mauvaises mains, provoquant des bains de sang à travers le continent. Accablé par cette culpabilité, Urgo avait décidé de disparaître, renonçant à son art pour éviter un destin tragique. Séol murmura qu'il n'avait jamais imaginé entendre son nom à nouveau. Séol savait également que Urgo fut l'une des pièces qu'il avait créées quand il jouait au monde d'éternité avec les dieux. Kibo poursuivit, révélant que le successeur de Urgo, Amun, était bien vivant et se trouvait à Nobira. Séol réalisa soudain que retrouver les traces de Urgo serait une immense victoire. Peu après, Séol marchait dans une rue presque vide. C'est alors qu'il aperçut un homme dans la rue, avec un grain de beauté distinctif près de l'œil. C'était lui, Amun. Séol l'approcha, et après une brève introduction, Amun confirma que Kibo lui avait sauvé la vie. Il invita Séol à entrer chez lui et lui servit du thé, espérant qu'il serait à son goût. Séol refusa poliment, expliquant qu'il ne mangeait ni ne buvait jamais ce qu'on lui offrait, une habitude acquise à cause de son ancien travail. Amun, amusé, lui dit qu'il ressemblait beaucoup à son maître. Lorsque Séol mentionna le surnom de Urgo, la main d'or, Amun continua, racontant l'histoire tragique de son maître. Dégoûté par le monde, Urgo avait caché ses œuvres restantes pour empêcher qu'elles ne soient utilisées à des fins destructrices. Séol, visiblement pensif, se rappela d'avoir fait cela, non seulement pour soulager la douleur de Urgo, mais aussi pour protéger Amun. Enfin, Séol demanda à Amun pourquoi il avait été pourchassé dans le désert. Amun expliqua qu'il fuyait des individus avides des œuvres de son maître. Il avait espéré qu'en empruntant un chemin ardu, il les découragerait, mais ce n'avait pas suffi. La rencontre avec Kibo avait été une bénédiction, car sans lui, il n'aurait pas survécu. Aujourd'hui, grâce à Kibo, il avait pu s'établir ici, dans une relative paix. Séol, intrigué, demanda alors « Que fais-tu ici maintenant ?» Amun expliqua qu'il n'avait pas utilisé l'enclume et le marteau depuis longtemps. Désormais, il tenait une boutique de thé en ville. Cependant, une dette reste une dette, et il avait l'intention de rembourser la bonté de Kibo, peu importe la manière. Il demanda alors à Séol ce dont il avait besoin. Séol jeta quelques objets au sol, car il n'avait pas le temps de convaincre Amun de créer une nouvelle pièce. Parmi eux, il y avait le casque de Borgo et l'épée de Karuna. En examinant le casque, Amun déclara qu'il faudrait le refondre et le recréer, car une simple réparation ne suffirait pas à révéler la puissance de la pierre spirituelle. Séol, visiblement irrité, demanda si c'était vraiment nécessaire. Amun se tourna ensuite vers l'épée de Karuna, intrigué. Il voulut savoir où Séol l'avait trouvée. Ce dernier répondit qu'il l'avait découverte dans les ruines de la Lune oubliée. Amun remarqua que cette épée était un mystère à bien des égards, notamment à cause des sortilèges gravés dessus qui semblaient restreindre ses pouvoirs. Il supposa même que son maître, Urgo, n'aurait rien su de cette lame, car elle provenait d'une civilisation bien antérieure à la leur.
Séol, surpris, observa Amun étudier l'épée avec fascination. Ce dernier déclara qu'il souhaitait la garder, ainsi que le casque, pour travailler dessus. Il trouvait l'épée particulièrement intéressante. Séol lui fit remarquer qu'il n'avait pas beaucoup de temps, il avait juste 2 semaines devant lui. Amun, avec un sourire, lui assura que 2 semaines suffiraient amplement pour faire revivre ses artefacts. Dans une vieille demeure abandonnée où se cachait Chaillot, Séol invoqua Jamad, qui, avec son habituel ton moqueur, lui reprocha de le convoquer pour ce genre de tâche. Karuna, de son côté, affirma qu'il n'avait pas besoin de son épée pour protéger Séol. Jamad, sarcastique, complimenta la loyauté de Karuna, mais ce dernier, irrité, lui répondit sèchement. Pendant leur exploration, Karuna remarqua un motif familier sur un mur. Séol, dubitatif, lui demanda s'il était sûr de sa mémoire, étant donné que Karuna disait souvent que ses souvenirs avant de devenir un disciple de la Lune étaient flous. En déchiffrant l'inscription, ils apprirent que des forces mystérieuses tentaient de manipuler la vitalité de la grande forêt pour rejeter la mort. Cette vitalité, source de vie, semblait être exploitée par des nécromanciens cherchant à ramener un corps à la vie. Séol comprit qu'il devait explorer ce mystère, bien qu'il préférait quitter Nobira au plus vite. L'histoire nous ramène dans l'atelier de Amun, le casque brillait intensément et des épées étaient accrochées au-dessus. L'épée du clair de lune posée sur l'enclume, Amun, en levant son marteau, déclara qu'il était enfin prêt à surpasser son maître, Urgo. Un flashback montra Urgo, confessant à Amun ses échecs et sa peur de voir ses armes tomber entre de mauvaises mains, ce qui lui avait valu le titre maudit de sanglant. Alors que les paroles de son maître résonnaient dans son esprit, Amun frappait l'épée avec une détermination nouvelle. Il se demandait combien de sortilèges restaient encore gravés dans la lame et ce qu'elle révélerait une fois totalement libérée. Pourtant, il savait que cette épée, avec son immense pouvoir, ne devait jamais tomber entre de mauvaises mains. Le maître de Amun avait passé toute sa vie à regretter d'avoir forgé des épées tombées entre les mains de personnes malveillantes. Il lui avait un jour confié que la plus grande vertu d'un forgeron n'était pas son talent, mais sa capacité à juger les intentions des gens. Quelques jours après, dans l'atelier, Amun tenait l'épée de Karuna et s'adressant à Séol, lui déclara qu'il ne lui faisait pas confiance. Il lui posa une question cruciale, avertissant que si la réponse ne lui convenait pas, il ferait fondre l'épée et la détruirait à jamais. « Que comptes-tu faire avec cette épée » demanda-t-il. Séol, visiblement en colère, ne s'était pas attendu à ce que la situation prenne une telle tournure. Alors qu'il suivait les traces de Chaillot, il se rendit compte que c'était son erreur. Amun, de son côté, avait été témoin des souffrances de son maître et voyait cette confrontation comme presque inévitable. Il rappela à Séol qu'il avait entendu dire qu'il avait pris sous son aile l'ombre qui utilisait cette épée, insinuant que tout dépendait désormais de lui. Séol réfléchit un instant. Ce qui aurait autrefois été une question à choix multiples était devenu une réponse courte et directe. Il admit ne pas savoir exactement ce qu'il ferait avec l'épée. Si je dois affronter un ennemi, je le trancherai. Et si je dois protéger quelqu'un, je brandirai cette lame pour le faire, déclara-t-il avec sincérité. Amun, le regard dur, lui demanda s'il comptait vraiment agir ainsi, sans certitude. Séol répondit qu'il trouvait étrange d'être sûr de quoi que ce soit à propos de l'avenir alors qu'on en sait si peu. Il retourna la question à Amun. N'était-ce pas justement cette incertitude qui rendait leur choix humain? Après un moment de réflexion, Amun se détendit. Il lança l'épée à Séol, qui l'attrapa au vol. En la regarde, Séol découvrit son nom, Souffle. Cette arme exceptionnelle offrait des améliorations impressionnantes, avec des bonus significatifs dans toutes les statistiques et des capacités uniques, comme premier coup et opportunité dangereuse. L'une augmentait les chances de coups critiques sur une cible blessée, tandis que l'autre renforçait la portée et la puissance des attaques. Dans l'atelier, le chat en ligne des dieux était en effervescence, se demandant si une telle arme pouvait être un bug du système. Amun, imperturbable, cita les paroles de son maître. Ceux qui sont remplis de conviction n'ont pas besoin de mes créations, et ceux qui en ont besoin ne peuvent pas se permettre d'être certains. Il conclut que Séol méritait de manier cette épée. Séol, stupéfait, remercia Amun. Il ne s'attendait pas à ce que cette épée dépasse ses attentes, pensant qu'elle atteindrait tout au plus la qualité d'un trésor. Amun révéla également que le casque était terminé, également d'une qualité exceptionnelle. En guise d'au revoir, il annonça qu'il retournait à sa retraite, mais invita Séol à lui rendre visite de temps en temps. Même si j'ai arrêté d'être forgeron, je peux encore t'aider, ici et là, ajouta-t-il avec un sourire. Séol fut aussitôt téléporté pour sa prochaine aventure. Séol activa une quête forcée liée au nécromancien. Il devait découvrir ce qui s'était passé au campement et suivre les traces de Chaillot. Téléporté au milieu d'une forêt sombre, il utilisa ses instincts pour détecter des indices.
Il repéra des traces de chariot et des marques intentionnelles sur un arbre, probablement laissées par le guide ou Chaillot elle-même. En s'enfonçant dans la forêt, une odeur de cadavre devint de plus en plus forte. Il tomba sur une statue d'oiseau cachée dans l'herbe, qui semblait être le support d'une malédiction. Avec précision, il utilisa son fouet pour frapper la statue à distance, cassant ainsi la malédiction. Le chat en ligne réagit avec enthousiasme, louant sa maîtrise de la compétence perception. Séol avait la certitude que quelque chose d'étrange se déroulait dans cette forêt. Selon les indices laissés par Chaillot, les nécromanciens étaient impliqués. Ce qui l'inquiétait particulièrement, c'était la mention de « l'Église de la vie éternelle ». La situation le troublait profondément. L'Église de la vie éternelle, connue pour semer le chaos à travers le continent, avait un lien intime avec lui. En effet, le fondateur et chef de cette Église, surnommé l'Immortel, n'était autre que l'une des pistes qu'il avait créées lui-même dans le monde d'éternité. Bien que ce leader ait quitté ce monde depuis longtemps, l'Église avait survécu. Cette résilience le dérangeait. Si ses anciens serviteurs fidèles croisaient désormais sa route, il n'hésiterait pas à le traquer sans relâche dans toutes ses aventures à venir. Avant de prendre des mesures, Séol devait confirmer si l'Église de la vie éternelle avait encore des connexions avec ce monde. En approchant discrètement un campement, il perçut des voix provenant d'une tente. Il tendit l'oreille. Un homme demandait à un autre ce qu'il comptait faire une fois entré dans l'esprit du démon. Il mentionnait que ce démon avait déjà dévoré plus de 20 de leurs membres. La réponse semblait incertaine, et l'interrogateur voulait savoir comment son compagnon réagirait en faisant face à une telle horreur. Séol, attentif, commença à assembler les pièces du puzzle. Il parlait du cristal de l'annonce de la mort, un artefact utilisé pour créer des morts-vivants de manière forcée. Lancer un sort pour éveiller un mort-vivant du même niveau qu'un nécromancien était relativement simple. Mais ramener un cadavre de niveau supérieur ou un corps refusant la résurrection relevait d'une toute autre complexité. Ce cristal permettait de pénétrer les souvenirs du cadavre pour les briser, facilitant l'acceptation de la résurrection. Les hommes continuaient de parler, évoquant les investissements colossaux dans ce projet, sans savoir s'ils pourraient contrôler le cadavre une fois transformé. L'un d'eux murmura que l'archevêque avait décidé de venir personnellement, frustré par la réticence de l'Église de les aider. Séol, accompagné de Karuna, s'avança prudemment vers le cœur du campement. Il se dirigea directement vers la tente la plus grande et la plus ornée, persuadé qu'il y trouverait ce qu'il cherchait. À l'intérieur, il trouva un homme profondément endormi, entouré de pièges sommaires. Sur une table, il aperçut le cristal de l'annonce de la mort. Ce dernier, normalement d'un noir profond, avait pris une teinte rouge, témoin du nombre de vies qu'il avait déjà absorbées. En examinant les documents sur place, Séol découvrit des informations sur le cadavre qu'il tentait de ressusciter. Il s'agissait d'une jeune elfe en armure, découverte dans le désert du Mirage après une violente tempête de sable. Cette femme était incroyablement puissante, mais son passé restait un mystère. Karuna, frappé de stupeur en voyant l'image de l'elfe, affirma qu'il la reconnaissait. Séol tenta de l'interroger, mais son compagnon était incapable de répondre. Réalisant l'importance de cette révélation, Séol décida de quitter les lieux pour se diriger vers l'endroit où la cérémonie était en cours. Les notes mentionnaient que l'échec de leur tentative de résurrection avait forcé les nécromanciens à déplacer leur rituel dans cette grande forêt. Le cristal, devenu indispensable pour manipuler le cadavre, avait déjà emprisonné l'essence de 21 âmes. Si l'archevêque tentait d'entrer lui-même dans l'esprit du cadavre et échouait, cela entraînerait la chute de l'Église de la mort. Désespérés, les nécromanciens envisageaient même de demander l'aide de l'Église de la vie éternelle, malgré les risques que cela impliquait. Déterminé à en savoir plus, Séol, accompagné de Karuna, se prépara à affronter ce qui l'attendait dans les profondeurs de la forêt. Ils avancèrent dans la zone, Karuna dégainant sa lame avec détermination. Séol, observant la situation, comprit rapidement ce qui se passait. Ces individus avaient échoué à maintes reprises à transformer le cadavre en mort-vivant. Étant donné que les âmes piégées dans le cristal y avaient été envoyées de force, il se demanda s'il était possible que Chaillot se trouve également à l'intérieur. Karuna frappa 2 hommes d'un coup précis. Séol remarqua son comportement étrange depuis qu'il avait vu le dessin du cadavre. Il se demandait ce qui le troublait autant. Pourtant, Karuna suggéra qu'il devrait battre en retraite. Séol, surpris, posa son regard sur le cadavre suspendu au mur. Il constata que l'armure portée par le cadavre n'était pas si différente de celle que Karuna portait lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Séol hésitait sur la marche à suivre. Le meilleur scénario serait de retrouver Chaos sans perdre le cristal. Le pire serait d'être aspiré dans le cristal, sans espoir d'en sortir. La probabilité de survivre dépendait du niveau de puissance du cadavre. Si celui-ci était insignifiant,
Le danger était limité. Mais s'il était plus puissant que prévu, la situation deviendrait catastrophique. Pendant ce temps, Karuna, visiblement en détresse, commença à se questionner. Qui est-elle? Pourquoi est-elle ici? Qui suis-je? Les mots lui échappaient tandis que des maux de tête violents le forçaient à s'agenouiller, les mains sur la tête. Séol l'interpella, mais le cristal commença à émettre une lueur inquiétante. Soudain, tout bascula. Le cristal s'activa, transportant Séol dans l'esprit du cadavre. L'atmosphère changea, et la quête le rituel secret du nécromancien évolua en une nouvelle quête baptisée la promesse. À l'intérieur de ce monde mental, Séol vit une fillette aux cheveux rouges et un jeune garçon. Ses enfants semblaient perdus. On leur demandait leur nom, mais ils n'en avaient pas. Un homme blond intervint et déclara « L'enfant aux yeux bleus s'appellera Karuna, et celle aux yeux rouges sera Karen. » Karen prit alors la parole, exprimant un désir ardent « Je veux que l'empereur meure. » L'homme, surpris, demanda pourquoi elle souhaitait la mort de l'empereur de Montra. La fillette expliqua, les larmes aux yeux, que la guerre menée par l'Empire avait tout détruit. Leur village avait été anéanti, et ils avaient tout perdu avant même de recevoir un nom. Si ce n'était pas pour l'Empire, notre village serait encore debout, sanglota-t-elle. L'empereur, apprenant cela, esquissa un sourire froid. Il se rappela avoir reçu un rapport sur cette querelle territoriale impliquant le village des elfes. Malgré sa position de puissance, il déclara qu'il prendrait leur requête en considération à une condition. Si Karen devenait le chevalier le plus puissant de l'Empire, il lui offrirait sa vie. Elle aurait ainsi l'opportunité de détruire l'Empire de Mantra de ses propres mains. Séol, observant la scène, entendit Karuna murmurer que ce monde mental semblait être lié à son propre passé. Petit à petit, ses souvenirs enfouis refaisaient surface. Le cristal continuait d'extraire des informations du monde mental du cadavre, révélant l'histoire de 2 elfes tombés en esclavage, qui étaient parvenus à s'élever au rang de chevaliers. On les voyait en armure, prêts à affronter leur destin. L'empereur, nommé Jin, était un homme fascinant. Parfait en apparence, mais imparfait dans l'âme. Lorsqu'il fit face à Karen, il lui rappela la promesse faite 15 ans plus tôt. Elle confirma qu'elle s'en souvenait, mais admit qu'elle n'était pas encore prête. Jin, implacable, lui rappela que le temps n'attendrait pas. Le moment était critique, l'Empire faisant face à des menaces incessantes. S'ils voulaient tenir leur promesse de le tuer, Karen et Karuna devaient d'abord devenir ses chevaliers et jurer de le protéger. Malgré leur haine persistante, ils avaient observé l'homme pendant 15 ans. L'empereur, obsédé par la perfection qu'il ne possédait pas, cherchait à transcender la mort en l'accueillant à ses côtés. Karen accepta. Karuna, suivant son exemple, déclara qu'ils deviendraient les chevaliers de l'empereur, jurant cette promesse au soleil et aux étoiles, genoux à terre. Les deux, désormais chevaliers de l'empereur, avaient en réalité un objectif, le tuer. Ce fut un moment historique dans l'histoire du Grand Empire, où ils détruisirent la tradition selon laquelle l'empereur devait être protégé par 8 gardiens. Karuna et Karen devinrent respectivement les 9e et 10e gardiens. Séol observa la scène, pensant, donc, Karuna était un chevalier de Montra. Cependant, à Pandéa, il n'existe plus d'empire de Montra. Il se demandait ce qui avait bien pu se passer. Le monde mental changea brusquement, les transportant dans une forêt. Karen et Karuna discutaient. Karuna expliquait son désir de voyager pour découvrir le monde de ses propres yeux. Karen, triste, lui rappela la promesse qu'il lui avait faite, revenir à ses côtés dès qu'il aurait besoin d'elle. Elle insista pour qu'il n'oublie pas ses mots et ajouta qu'il ne devait pas être en retard. Karuna acquiesça, et elle se mit à pleurer, lui demandant de rester en bonne santé. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble. Finalement, elle céda et lui dit de partir. Le récit sauta à nouveau, dévoilant une lettre envoyée par Karuna. Karen, lisant la lettre, appela Jin par son prénom. Celui-ci la qualifia d'impertinente et lui demanda quand elle montrerait enfin de la loyauté. Elle éclata de rire, répondant qu'elle savait bien à quel point il détestait cela. Jin, amusé, rappela que cela faisait 3 ans depuis la dernière lettre de Karuna. Il remarqua que ce dernier restait distant, même avec sa sœur. Jin évoqua alors les nuits où Karen pleurait après le départ de Karuna. Gênée, elle lui ordonna de se taire, menaçant de tenir sa promesse immédiatement. Jin lui rappela que la nuit du soleil était encore à venir, et qu'il ne restait que peu de temps. Lan, un vieil homme respecté, avait même déclaré que Karen pourrait surpasser ses capacités dans une décennie. Mais la lettre révélait une nouvelle cruciale. Karuna était en chemin pour revenir. Le récit bascula brutalement dans un empire en flammes. Partout, des cris retentissaient. Lan, hurlant à Karen, lui ordonna d'empêcher quiconque d'entrer dans le palais. Il ajouta qu'un traître se trouvait parmi les gardiens. Surprise,
Karen chercha à savoir de qui il s'agissait. Son regard se posa sur une femme qui accompagnait l'empereur lors de leur première rencontre. Cette femme, Léona, déclara « C'est la fin de mon train. Aujourd'hui, Jin sera destitué de son trône. N'est-ce pas ce que tu voulais ?» Furieuse, Karen brandit son épée, une flamme s'élevant à son passage. « Ne m'énerve pas. Si tu franchis cette ligne, je te tue, dit-elle. » Léona, imperturbable, répondit que les jumeaux avaient une force exceptionnelle lorsqu'ils étaient unis, mais demanda si Karen croyait vraiment que Karuna reviendrait. Elle affirma qu'il ne reviendrait pas et lui conseilla d'abandonner. Karen, en larmes, hurla « Tais-toi. Il a dit qu'il reviendrait. » Le ciel se fractura. Séol réalisa ce qui se passait. Pendant ce temps, Karuna leva les yeux, murmurant qu'il avait promis de revenir. Mais la voix de Karen, sombrant dans un désespoir profond, cria « Pourquoi ? Pourquoi as-tu brisé ta promesse ?» Séol tenta de raisonner Karuna, mais une gigantesque barrière bleue se dressa entre eux, stoppant Karen. Le cristal s'éleva dans les airs. Jamad, tenant Séol, l'aida à s'échapper de justesse. Jamad expliqua que, sous l'effet de la pluie, le cristal avait été submergé, inondant également son intérieur. S'ils avaient tardé, ils auraient été noyés. Séol regarda un parchemin qui annonçait la 10e aventure intitulée Le Brûlé. Ils avaient découvert l'identité du cadavre et son histoire, mais Chaillot restait introuvable. La situation devenait de plus en plus dangereuse. Karen, libérée, allait se réveiller. Cependant, l'instinct était tout ce qui lui restait. Sa puissance était estimée redoutable, et lorsqu'elle retrouverait sa lucidité, un événement imprévisible pourrait survenir. Le choix s'imposait, combattre ou fuir. Mais le temps jouait contre eux. Elle ouvre les yeux, et l'on y voit une obscurité profonde, presque surnaturelle. C'est une chevalière héroïque de la lame des larmes. Séol, en la voyant, comprend immédiatement que l'écart de niveau est immense. La vitalité de la grande forêt est absorbée à une vitesse alarmante, alimentant le rituel de résurrection. Se tournant vers Jamad et Karuna, il leur ordonne de fuir. Dans un geste désespéré, il claque des talons comme Dorothy activant la fonction d'évasion d'urgence de ses bottes. Une gigantesque explosion rouge surgit derrière eux, secouant le sol et consumant tout sur son passage. Séol s'effondre au sol, essoufflé et tremblant. Il lève les yeux et murmure, abasourdi, que c'était insensé. S'il s'était trouvé pris dans cette explosion, il ne resterait de lui que de la poussière. Il réalise qu'il est totalement impuissant face à elle. L'écart de niveau est d'environ 30. Une simple frappe légère suffirait à le tuer. Même essayer quelque chose relèverait du suicide. Il commence à douter. Peut-être devrait-il abandonner l'aventure, quitte à subir les pénalités. Mais il se rappelle que chaque pénalité serait un coup fatal. Perdre des récompenses précieuses, voire tout ce qu'il a accumulé jusqu'à présent, contredirait totalement son objectif. Il lutte intérieurement, cherchant une solution. Il sait que le système ne propose jamais une aventure impossible à terminer. Il doit forcément exister une manière de vaincre cet obstacle. C'est alors qu'il aperçoit un groupe d'individus en robe qui s'efforcent de contenir un cadavre réanimé. Une idée germe dans son esprit. Il se persuade que c'est la clé. Les nécromanciens, de leur côté, luttent pour retenir l'ennemi jusqu'à l'arrivée de leur archevêque. Séol arrive et hurle, demandant ce qui se passe, et pourquoi ils n'ont pas suivi les consignes de l'Église. Le chat de discussion s'emballe, les spectateurs envoyant des points d'interrogation, croyant qu'il perd la tête. Les hommes en robe le prennent mal et lui demandent s'il est un envoyé de l'Église de la vie éternelle. Séol, d'un ton sarcastique, leur répond que s'il leur a fallu autant de temps pour s'en rendre compte, c'est qu'ils ont un sérieux retard mental. Le chat explose de rire, trouvant son jeu d'acteur impressionnant. Jabba, l'un des nécromanciens, explique que la mort vivante s'est libérée de ses chaînes et qu'elle résiste farouchement. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de pertes significatives, elle devient de plus en plus puissante. L'archevêque a promis d'arriver sous peu. Séol, en jouant son rôle d'envoyé, affirme qu'il fera tout pour leur faire gagner du temps. Impressionnés, les nécromanciens le remercient. Il en profite pour ordonner à Karuna d'aller sauver Karen. Bien qu'épuisée, Karuna obéit et se met à courir. Séol analyse la situation. Même si elle est incroyablement puissante, la mort vivante semble limitée par des pénalités qui empêchent son plein potentiel. Les nécromanciens commencent à renforcer les défenses et les résistances élémentaires de Karuna, augmentant ses chances de tenir tête à l'ennemi. Le combat commence. Karuna, dans sa première forme, affronte sa sœur, ses attaques créant des ondes de choc dans l'air. Il passe rapidement à la deuxième forme et parvient à briser une partie de l'armure de la mort vivante. Mais elle riposte avec une force colossale, projetant Karuna contre un arbre.
Séol observe, impuissant, mais remarque quelque chose. Il se dit que malgré sa puissance, l'ennemi semble retenir ses coups, comme si elle se vantait de son attribut feu. Les flammes qu'elle déchaîne sont d'une intensité dévastatrice, se propageant rapidement. Il réfléchit à utiliser une de ses cartes maîtresses, hésitant à ordonner à Karuna de passer en pleine phase lunaire. Soudain, un des survivants annonce l'arrivée de l'archevêque Gallifa. Gallifa, un homme rare et puissant, entre en scène avec un visage impassible. Il salue Séol et demande ce qu'il est advenu de Friton, l'envoyé original. Séol remercie Gallifa pour son dévouement et se présente sous le nom de Kendrick, un envoyé de l'Église de la vie éternelle. Gallifa, souriant avec méfiance, répond que ce nom lui est inconnu et demande s'il a apporté sa carte de l'Église. Agacé, Séol rétorque qu'exiger une telle preuve n'a aucun fondement dans la loi de l'Église et demande si Gallifa se moque de lui. Gallifa, nerveux, rit maladroitement, s'excusant en évoquant son âge avancé et implore son pardon. Séol accepte à contre-cœur, mais insiste sur l'urgence de la situation. Le problème ne fait que s'aggraver et ils doivent coopérer sans délai. Alors qu'il se prépare à avancer, Gallifa mentionne qu'il possède une compétence longue à incanter, mais parfaitement adaptée à cette situation. Séol acquiesce, mais une alarme s'allume dans son esprit. Quelque chose cloche. C'est là qu'il comprend qu'il a été démasqué. Une option qu'il a ignorée dans son propre système, liée à une ancienne règle sur les cartes de l'Église, révèle la supercherie. Gallifa, avec un sourire froid, confirme ses soupçons. La loi de l'Église a changé il y a 3 ans, rendant obligatoire le port de la carte pour tout envoyer. Cependant, au lieu de le dénoncer immédiatement, Gallifa décide d'utiliser cette occasion à son avantage. Il accepte l'aide de Séol pour maîtriser l'ennemi, mais se promet de régler son compte dès qu'une opportunité se présentera. Séol, désormais conscient de la duplicité de Gallifa, réalise qu'il devra non seulement vaincre Karen, mais aussi se protéger d'un éventuel coup de poignard dans le dos. Il hurle à Karuna de déployer toute sa puissance. Ce dernier, entouré d'une lueur bleue intense, entre dans son état de pleine lune. Les yeux de Karen commencent à retrouver leur blancheur, et elle crie le nom de son frère avant de charger en avant, utilisant une compétence appelée Ignition. Karuna, désorientée, demande si elle a enfin retrouvé ses esprits, mais elle l'attaque sans relâche, exigeant de savoir pourquoi il n'est jamais revenu. Alors qu'il tente d'expliquer, elle lui assène un violent coup de pied dans l'estomac, l'envoyant valser en arrière. Karen s'avance, demandant à Karuna pourquoi il n'a pas tenu sa promesse de revenir. Un cri derrière Séol attire son attention. Il se retourne pour découvrir que Gallifa a trahi ses propres hommes, utilisant leur corps comme catalyseur pour son sort. Gallifa, imperturbable, déclare que ce sort vortex de Ten réduira Karen en cendres avant de la reconstruire à sa guise. Karen, cependant, active sa compétence fierté, qui lui permet d'ignorer la plupart des dégâts. Elle répond que même morte, elle reste une chevalière de l'Empire, et que son devoir n'a pas pris fin. Elle proclame que l'Empire vit encore à travers elle et utilise une compétence nommée Retour Final. Cette dernière retarde tous les dégâts et effets d'état reçus, mais double leur intensité lorsqu'ils se manifestent. Séol, témoin de cette transformation, ressent un frisson parcourir son échine malgré les flammes qui entourent Karen. Gallifa, perplexe, se demande comment son sort a pu échouer. Séol, quant à lui, active l'anneau du loup, qui lui indique que la situation est critique. La condition principale de sa quête change. Il doit désormais survivre pendant 5 minutes. Karen, en feu, commence à brûler son armure en avançant. Séol comprend que bien qu'elle ait retrouvé sa lucidité, elle est désormais bien plus dangereuse qu'auparavant. Gallifa, acculé, décide de jouer sa dernière carte, une compétence interdite nommée Nuit des corps. En réduisant sa propre espérance de vie, il ressuscite les cadavres environnants qui exploseront au moindre contact. Alors que les cadavres marchent en direction de Séol, ce dernier interroge Gallifa sur ses intentions. Gallifa éclate de rire, révélant qu'il savait dès le départ que Séol n'était pas un véritable envoyé. Selon lui, le rôle de Séol touche à sa fin, car Karen lui appartient désormais. Les cadavres s'approchent inexorablement, prêts à tout dévorer. Jamad posa sa main sur la tête d'un des cadavres, et Séol lui dit qu'il lui confiait la suite. Jamad activa alors tous ses effets en expliquant que si ses corps explosaient au contact d'un être vivant, cela resterait inefficace face à une ombre comme lui. Il commença à renvoyer les cadavres en direction de Gallifa, déclarant que son utilité s'arrêtait ici. Gallifa, surpris de la force de cette autre créature, ordonna à ses hommes de revenir pour le protéger. Jamad, implacable, traversa le groupe en courant. Gallifa, terrifié, leva les mains en hurlant pour qu'il ne s'approche pas davantage, mais Jamad l'écrasa sans pitié, le réduisant à un tas de chair. Avec un sourire cruel, il lança un « Bonne nuit, Baldo ».
Séol reçut alors un titre et des récompenses supplémentaires. Jamad avait recouvert Séol de son armure de pierre, confirmant que le choix de garder Jamad caché jusqu'à présent était judicieux. Cependant, le véritable problème demeurait Karen. Elle projeta Karuna au loin avec une puissance écrasante. Sa compétence retour final signifiait que tout retard de dégâts prendrait fin d'un coup, et l'effet de pénalité des morts-vivants, qui diminuait sa force de moitié, avait également disparu. Les chaînes qui la retenaient s'étaient brisées, et Séol comprit qu'il ne pourrait pas seulement envisager de la battre, mais qu'il aurait déjà du mal à survivre. Il ne restait qu'1 minute et 30 secondes au compteur, et Karen fonçait sur Karuna. Karuna, en position défensive, murmura qu'il avait fait de son mieux pour tenir sa promesse. Mais Karen, déchaînée, l'accusa de mentir, lui demandant pourquoi il l'avait abandonné. Elle se mit à cracher des flammes et le traita de traître. Utilisant une compétence appelée coup du lotus rouge, elle s'opposa à Karuna qui répliqua avec son coup de pleine lune. L'impact des deux attaques créa une onde de choc massive, projetant Karuna en arrière. Gaspillant ses forces, il peinait à tenir debout. Séol, observant la scène, comprit que Karen hésitait. Avec sa force, un simple coup de lame aurait suffi à le tuer. Elle le fixa, lui demandant si le monde qu'il avait choisi, en renonçant à l'Empire, l'avait rendu si faible. Soudain, Jamad surgit pour l'attaquer par surprise. Elle esquiva aisément et le projeta en arrière d'un coup de pied. Alors qu'il reprenait son souffle, il lui lança, sarcastique, de cesser de harceler Karuna et de se battre contre lui à la place. Karen hésita encore. Mais son temps était écoulé. Les dégâts accumulés sous retour final se déclenchèrent soudainement, et son corps commença à pourrir. Affaiblie, elle tomba dans les bras de Karuna. Dans un souffle, elle appela Frère et lui demanda de lui raconter une histoire pour le peu de temps qui lui restait. Il lui promit de la répéter autant de fois qu'elle le souhaitait. Elle l'interrogea alors sur ce jour où il était censé revenir. Karuna baissa la tête. Il lui confia qu'il s'y rendait réellement, mais qu'il avait échoué. Elle hocha doucement la tête, disant qu'elle aurait dû savoir qu'il n'aurait jamais brisé sa promesse volontairement. Il s'excusa encore, et elle demanda pourquoi il était devenu une ombre. Il lui révéla qu'il était mort ce jour-là. Elle éclata de rire, trouvant cela absurde. Mais il expliqua que ses pouvoirs lui avaient été volés et qu'il ignorait les détails. Elle protesta, affirmant qu'il était invincible, plus fort même qu'elle. Puis elle fit allusion à l'humain qu'il semblait servir, avant de lui demander si son souvenir de Jin avait disparu. Karuna répondit que Jin restait son empereur, mais qu'il servait désormais quelqu'un d'autre, une personne bonne, grâce à qui il avait pu la retrouver. Elle se mit à rire doucement, disant qu'il n'était peut-être pas aussi grandiose que Jin, mais qu'il semblait être un maître excellent. Enfin, elle posa la question qui lui brûlait les lèvres. Qu'y avait-il au-delà du monde de l'Empire? Karuna répondit que c'était la mer. Elle s'étonna. Un endroit rempli d'eau? Il acquiesça, lui assurant que cela existait vraiment. Karen, dans un dernier éclat, rit doucement, disant qu'elle ne tomberait pas dans ses mensonges cette fois. Mais son rire s'éteignit, et des larmes coulèrent sur son visage. Elle murmura qu'il ne restait plus rien d'elle, qu'elle n'était qu'un monstre. Karuna, en larmes lui aussi, lui attrapa le bras et déclara qu'elle n'était pas un monstre. Elle était sa sœur unique et précieuse. Il lui proposa de découvrir le monde ensemble, le monde qu'il avait vu. Ils pourraient enfin être réunis. Elle murmura qu'elle ne pouvait pas. Le roi qu'il servait était trop faible pour l'emporter, et il ne pouvait pas la sauver. Il hurla, suppliant qu'elle ne meure pas et qu'elle reste avec lui. Mais elle répondit qu'elle ne ressentait plus rien, que mourir était effrayant, et qu'elle avait toujours voulu qu'il sache cela. Avec ses dernières forces, elle avoua que, lorsqu'il était parti, elle avait souhaité qu'il l'emporte avec lui. Son corps commença à s'effacer, son bras inerte retombant dans l'eau. Un parchemin apparut, annonçant qu'il avait vaincu le chevalier du lotus et obtenu un nouveau titre. Karuna hurla de douleur, appelant sa sœur, tandis que Séol restait là, impuissant, témoin de son agonie. Il constata que, jusqu'au bout, sa chance au voyage avait joué un rôle. Il n'avait pas trouvé Chaillot, avait failli mourir dans une cérémonie secrète et s'était retrouvé piégé dans l'esprit d'un cadavre. Il avait aussi échappé de peu à la mort lorsque Karen s'était réveillée. Quant à Karuna, qui était restée à ses côtés, il ignorait ce qui l'attendait désormais. Séol repensa aux mots de Karen, qu'il était trop faible pour la sauver. Il savait que cela arriverait. Avec une résolution glaciale, il sortit une petite bourse de sa robe et en extirpa un objet. Karuna, surpris, lui demanda ce qu'il faisait. Séol, imperturbable, se mit à manger une gelée violette qu'il avait préparée il y a quelque temps. Rapidement, son énergie commença à monter en flèche. Étendant la main vers le corps de Karen, il lui ordonna de le servir. Une aura dense se mit à l'entourer,
Et le chat, observant la scène, s'exclama que c'était insensé, qu'il n'avait pas prévu cela. Pourtant, il n'y avait aucun moyen que cette fois, la protection du scénario fonctionne. Le visage de Séol se tordait sous l'effort. Il déclara qu'en 17 ans, il avait lancé des dés d'innombrables fois, luttant sans relâche pour obtenir le meilleur résultat. Dans ce petit univers qu'était le monde d'éternité, trouver un dénouement parfait semblait impossible. Mais c'était justement pour cette raison qu'il devait tout donner. L'aura autour de lui s'intensifia, tandis qu'il criait à Karen de lui obéir. Le corps de Karen s'éleva dans les airs, traversé par une lumière violette. Elle se mit à hurler. Un parchemin apparut, annonçant que Karen était connectée. Séol activa l'artefact, et Karuna, horrifiée, ferma les yeux pour ne pas assister à la scène. Un éclair noir-violet déchira le ciel, frappant le sol. Séol venait d'obtenir un nouveau titre. La scène changea alors, dévoilant Karen, les yeux fermés, dans le royaume des ombres. Karuna lui murmura qu'ils pouvaient entrer ensemble dans ce nouveau monde. Il lui rappela que Montra n'existait plus dans ce monde, que tous ceux qu'ils avaient connus étaient morts, eux compris. Peu importe ce qui s'était passé auparavant, dit-il, cela n'avait plus d'importance. Dans cette nouvelle ère, ils pouvaient vivre. Mais Karen, bouleversée, l'accusa d'insinuer que même Jin avait péri aux mains des usurpateurs. Karuna, résignée, admit que c'était malheureusement le cas. Tout était perdu. Karen baissa la tête, dévastée. Elle ne comprenait pas ce qu'il essayait de lui dire. Karuna insista, lui demandant encore une fois de le suivre dans ce nouveau monde. Elle le fixa, lui demandant s'il restait encore quelque chose dans ce monde qu'il désirait. Il répondit qu'il voulait simplement être à nouveau avec elle. Elle fut surprise par sa sincérité. Il continua, expliquant qu'après avoir voyagé au-delà des frontières de l'Empire, il avait réalisé à quel point celui-ci était minuscule. Tout ne se résumait pas à leur petit enclos. Le monde était vaste, empli de mystères qu'il ne comprenait pas encore. Le royaume des ombres commença à se fissurer. Alors que son monde s'effondrait, elle réfléchit à ses paroles. Il lui proposa de partir ensemble, cette fois pour voir la mer. Karen, enfin, accepta. Plus tard dans la journée, Séol semblait inquiet. Karen admit qu'elle avait peut-être fini comme une ombre, mais qu'elle ne l'avait pas encore accepté comme maître. Pourtant, elle était désormais une chevalière de rang légendaire. Elle déclara qu'elle devait réfléchir aux raisons pour lesquelles elle devrait le servir. Jamad éclata de rire, trouvant la situation amusante, tandis que Séol restait sans voix. Finalement, Karen sourit chaleureusement et leur dit à tous les deux « Prenez soin de moi, à partir de maintenant, jeune roi. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.